Bon, bah écoutez, je pense que le quorum est atteint pour pouvoir délibérer. Je constate j'ai une pendule à gauche qui retarde et une pendule à droite qui est à l'heure. Allez savoir pourquoi. Non, mais franchement, non, mais il y a la pendule de droite a 2 minutes d'avance. Et je pensais que non, mais faut respecter là. Bon, donc du coup, hop là, entre les deux, on va démarrer. Un petit peu le centre. Hein. Allez, je vous propose de reprendre cette séance. Et puis, donc c'est Pauline Martin qui va reprendre, la première vice-présidente avec sa commission, la commission E. Et je lui laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, eh bien, comme il vient d'arriver sur les chapeaux de roue, je m'empresse de lui passer la parole. Donc, pour le rapport E2, Monsieur Lévy. Merci, chère Pauline. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous le savez, on lance le label entreprise engagée pour récompenser les entreprises qui soutiennent et qui participent activement à l'insertion par l'emploi dans notre département. C'est un dispositif qui est complémentaire du dispositif que nous avons lancé également début mars avec une équipe de consultants emploi qui accompagne de manière proactive les bénéficiaires du RSA qui le souhaitent. Et l'objet du présent rapport est d'approuver le modèle de convention avec ces entreprises. Comme l'a fait remarquer Pauline Martin hier, une politique nationale en chassant l'autre. Après le SPI, nous aurons France Travail. Et bien sûr, je tiens à préciser que notre objectif est de travailler en bonne intelligence avec les autres dispositifs pour une meilleure efficacité et éviter les doublons. Voilà. Merci. Merci. Donc, mais là, ça démarre effectivement sur les chapeaux de roue. Oui, juste compléter en disant que le prochain travail qu'on aura à faire, c'est d'harmoniser nos pratiques sur cette labellisation d'entreprise, parce que la préfète lance aussi quelque chose de similaire. Donc, il va falloir qu'on se cale. Et je pense que je l'ai dit hier, mais France Travail va nous aider aussi à coordonner toutes ces actions-là pour mobiliser tous les acteurs, que ce soit côté travail ou côté accompagnement, de façon à ce qu'on soit le plus efficace possible et qu'on ne doublonne pas les actions des uns et des autres. Tout à fait. Donc, nous avons répondu présent pour une expérimentation. Je vous l'avais dit hier dans les discussions de notre séance d'ouverture, pour être dans un territoire de préfiguration au niveau de France Travail. Donc, on verra si nous serons retenus. Pour l'instant, rien de sûr. Voilà, en tout cas, une belle action, je pense, avec ce label entreprise. Et il y a une attente réelle à la fois des entrepreneurs, puis j'espère aussi de nos bénéficiaires du RSA qui sont proches de l'emploi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport E3. Nous passons la parole à Sophie Pellate. Oui, bonjour, Monsieur le Président, chers collègues. Ce rapport concerne l'élargissement du champ des délégations de pouvoir consenties au Président en début de mandat et autorisées aujourd'hui par la loi que nous connaissons bien sous le nom de 3DS. Pourquoi ce rapport et pourquoi cette délégation? C'est un petit peu pour fluidifier le fonctionnement de notre administration en autorisant à l'exécutif départemental toute la latitude en la matière pour en référer, sous la condition d'en référer préalablement aux commissions permanentes. Ces deux délégations consistent pour la première en la matière des mandats spéciaux. On vous demande de déléguer à son président le pouvoir d'autoriser les mandats spéciaux ainsi que le remboursement des frais afférents. Ces mandats spéciaux sont assez cadrés, ils doivent revêtir un caractère exceptionnel, être bien différents des missions traditionnelles de l'élu et être temporaires. Donc ensuite, tous les remboursements des frais afférents vous sont détaillés en page 2. La prise en charge de ces frais seront imputés au budget départemental au chapitre 65.
L'obligation, par contre, est bien posée par l'article 3211-2 pour rendre compte au conseil départemental ensuite de ces décisions prises. Le deuxième élargissement de délégation concerne la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive, tout cela afin de fluidifier un petit peu la mise en œuvre et les conclusions de ces diagnostics d'archéologie pour tout ce qui concerne les aménagements et les travaux du territoire départemental. Voilà, donc j'ai l'honneur de soumettre le présent rapport à vos délibérations. Voilà, merci. Donc, sur cette délibération qui vise à simplifier les procédures. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Je voudrais juste dire un mot pour souligner l'utilité d'avoir un double mandat, puisqu'en fait, cette délibération, elle provient des services du conseil départemental qui m'avait demandé de faire un amendement dans un texte de loi, lequel amendement donc est allé jusqu'au bout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, le lien entre les services du département et les parlementaires, c'est utile. Et lorsque ces parlementaires sont par ailleurs membres de l'institution, c'est plus facile. Alors ça, j'en suis persuadé aussi, évidemment. Je pense que chaque parlementaire devrait avoir un mandat local. Ça serait vraiment utile. Quand ils le peuvent, il ne faut pas être battu non plus au niveau local. Il faut se faire élire, ce qui n'est pas toujours simple. Mais bon, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport au 3 ? Oui, Vanessa Slimani. Oui, peut-être que cela était déjà dit, mais en commission, nous nous étions posé la question du rendu compte de l'ensemble en fait, des décisions prises par vous, Président. Donc, du coup, quel sera le format de cette information à l'Assemblée ? Je pense que ça peut être une fois par session, hein, donc du coup, il va falloir qu'on vraiment se cale sur ce rendu compte, voilà, ce compte rendu de toutes les décisions prises, oui, à chaque session. Je pense qu'il faudra consacrer un rapport à la fin de session sur ce qui a été pris comme décision. Effectivement, merci. D'autres questions? Allez, on vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport E4. Alors, rapport E4, rapport assez classique sur le tableau des effectifs. Je ne vais pas vous le lire. Vous pouvez constater le déséquilibre, entre guillemets, positif sur les postes supprimés et les postes à créer. Donc, nous vous demandons de bien vouloir valider toutes les ouvertures de postes diverses et variées dont vous avez le détail. Je ne vous les relis pas. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce rapport, pour rapport habituel, hein? Non. Vous voyez aussi l'augmentation du nombre de postes au conseil départemental. Non, je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Et bien, c'était le dernier rapport de la commission E. Merci, Madame la Présidente. Nous passons maintenant au rapport de la commission F avec la présidente Laurence Bellet. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors, le rapport F1 est le seul de cette commission aujourd'hui, concerne le bilan du Festival de musique de Sully et du Loiret 2022, ainsi que quelques perspectives 2023. Vous le savez, depuis 49 ans, le Festival de Sully et du Loiret propose fin mai, début juin, une série de concerts qui lance ainsi la saison des festivals de musique plutôt classiques en France. Ce festival rayonne dans notre département, dans plusieurs communes, et vient à la rencontre des spectateurs. En 2022, le festival a accueilli au total 6 784 spectateurs, ce qui correspond à un taux de remplissage, même si ce n'est pas très beau à dire comme ça, de 82% pour les 18 concerts payants. Je vous rappelle qu'après une version resserrée sur 4 jours en 2021, qui avait été quand même un grand succès, cette année, le festival s'est tenu donc du 2 au 26 juin et a sillonné l'ensemble du département en se produisant dans 11 villes qui sont toutes celles historiques, vous les avez en liste, et celle qui se rajoute à cette liste est la ville de Beaugency qui est revenue parmi les participantes. Et merci à Jacques. Les 18 concerts payants ont permis aux spectateurs donc de découvrir évidemment la richesse patrimoniale aussi de notre département, puisque vous le savez, quand c'est possible, il y a des visites guidées qui se font avec les offices de tourisme et qui sont organisées dans les villes partenaires.
Ces 18 concerts payants donc, ont constitué la programmation, ont proposé une variété, comme d'habitude, d'univers musicaux, musique classique, musique plutôt baroque, jazz et musique du monde. Il y a donc eu cette année 5 concerts en extérieur. On essaye toujours de mixer quand les lieux le peuvent. On est dans l'église Saint-Lubin à Yèvres-le-Châtel traditionnellement. Et puis donc à Beaugency, c'était également dans la cour du château. À Olivet, dans le théâtre de Verdure. Et puis, bien sûr, les concerts qui traditionnellement sont organisés dans la cour du château de Sully. Je vous reprécise que pour renforcer l'accessibilité des concerts au plus grand nombre, les tarifs ont été reconduits sans augmentation et les tarifs réduits qui sont proposés aux personnes bénéficiant de minima sociaux et aux personnes handicapées ont été instaurés en 2016 et sont évidemment poursuivis. Nous poursuivons également le partenariat avec l'association Culture du Cœur. C'est une association qui favorise l'insertion des plus démunis par l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Nous avons également des concerts pédagogiques. Il s'agit là d'accueillir des enfants d'école primaire. Vous les avez là dans le rapport, leur date et le concert qui a été organisé pour chacun d'entre eux, ainsi que les collégiens qui assistent à 6 concerts organisés au mois de mars. Pourquoi le mois de mars? C'est parce que par rapport à leur scolarité au niveau collège, il vaut mieux le mettre très en amont de mai et juin, qui sont des périodes plutôt d'examen pour les brevets. Nous avons ainsi accueilli 1000 enfants et ces collégiens ont été accueillis dans 3 villes, Sully, Pithiviers et Gien. Le budget du festival s'élève à 527 180 € en 2022. Pour l'instant, ça c'était le budget voté. Le budget réalisé, il devrait atteindre 485 757,07 € très exactement. Pour l'instant, le budget montant définitif n'est pas connu puisque nous sommes encore en train de consolider les comptes. Ça sera mentionné dans le rapport budgétaire 2023. Le budget artistique, lui, est tout à fait stable puisqu'il devrait avoir un réalisé en 2022 de 154 555 €. Évidemment, même s'il y a une subvention d'équilibre en fin de compte, nous avons un certain nombre de partenaires et ce festival repose sur eux pour partie. Donc j'en profite d'être au micro pour remercier l'Association des Amis du Festival et ses bénévoles sur lesquels nous comptons, notamment en 2022 encore pour la tenue de la billetterie, l'organisation des concerts des écoles primaires et l'accueil du public pendant les concerts. Les maires de toutes les communes qui sont donc partenaires, qu'on a cité tout à l'heure, et puis la région Centre-Val de Loire qui nous attribue souvent une subvention de l'ordre de 50 000 €, et les partenaires privés dont vous avez la liste dans ce rapport. C'est en règle générale, en tous les cas, nous avons des compliments, si je puis dire, concernant la programmation, et les artistes saluent souvent la bonne organisation et apprécient l'accueil que nous leur réservons. Pour 2023, il est donc proposé ce matin d'organiser le festival du jeudi 8 au dimanche 25 juin 2023 dans les villes habituelles, donc la liste que vous aviez tout à l'heure, avec une clôture plutôt un peu exceptionnelle puisqu'on sera sur le 50e anniversaire par un week-end de musique qui sera totalement organisé à Sully-sur-Loire avec une organisation d'un village de festival comme ça se voit dans d'autres festivals et pour certaines comédies musicales. Nous maintiendrons la même ligne artistique, c'est-à-dire le classique, le jazz, soul et musique du monde. Et puis, on tente d'organiser à nouveau, puisque évidemment, du fait du contexte sanitaire, ça avait été plus ou moins arrêté, des moments d'échange et de convivialité avec les artistes pour pouvoir avoir des échanges sur leur univers et leurs compétences. Et puis, accueillir des jeunes artistes, peut-être en première partie de concerts plus notables, on accueillera des jeunes artistes et les chorales du Loiret. Voilà, je profite également de ce temps de parole pour remercier Philippe Lacombe, Adriana Efter et toute leur équipe. Et puis à distance, remercier le régisseur général que nous avions, Jean-Luc Théris, qui viendra certainement renforcer l'équipe pour cette édition 2023. Voilà, donc je vous propose de prendre acte du bilan de ce festival et les orientations de l'édition 2023. Voilà, donc une belle édition en 2022. C'était un retour, puisque l'édition 2021 était un petit peu contrainte au mois de septembre. Là, on a retrouvé le Festival de Sully avec l'itinérance
Et c'est vrai qu'hier, l'occasion m'a été donnée de parler de l'itinérance parce qu'elle avait été imaginée déjà il y a bien longtemps par Serge Baudard, donc un ancien conseiller général qui siégeait ici, qui avait imaginé cette itinérance. À l'époque, ça avait été refusé dans les années 96, 17 peut-être. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, cette itinérance, elle est nécessaire pour faire rayonner le festival sur l'ensemble du territoire, avec cette nouvelle charte graphique qui est... Donc on passera en lettres d'or l'année prochaine, c'est ça ou pas? Ah. Et ce seront sur les lettres ou autour, je ne sais pas. D'accord. Bon, voilà, donc une 50e édition l'année prochaine qui devra être à la hauteur de l'anniversaire, je pense. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce rapport. Il n'y a pas de vote. Il y a un vote, oui, donc je pensais que c'était un rapport pour information, mais non, c'est un rapport pour décision de prendre acte de ce bilan. Si vous avez des questions particulière? Non. Écoutez, je vais vous proposer de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Donc merci et merci pour toute l'équipe aussi, Laurence, comme tu l'as fait, une équipe qui est mobilisée une grande partie de l'année sur cet événement. Voilà. Merci pour la présentation de ce rapport. Et maintenant, nous allons passer au rapport de la Commission des finances avec comme premier point l'examen de l'ADM, qui sera présenté par notre rapporteur général du budget, Christophe Bouquet. Merci, Président, mes chers collègues. Alors, donc, l'ADM numéro 2, donc, qui vous est présenté chaque année à cette époque, se caractérise principalement par un ajustement des crédits, avant la clôture du budget. Et en ce sens, on intègre notamment les dernières notifications en matière de dotation de l'État. Mais cette décision modificative se caractérise également par l'inscription de crédits supplémentaires pour permettre notamment de faire face à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières dans un contexte inflationniste, inflation qui est la plus élevée depuis pratiquement 40 ans. Et à ce titre, c'est un peu plus d'1,5 million d'euros de crédits supplémentaires sur le chapitre 11 en matière d'énergie et de fluides que nous allons voir dans un instant. Et puis, il y a un troisième volet sur cette DM, c'est qu'elle intègre les mesures gouvernementales prises depuis notre dernière réunion qui vont peser lourdement sur notre budget, sans parler du prochain exercice 2023 qui s'annonce particulièrement difficile. L'effet de ces mesures nouvelles vient s'ajouter à l'impact financier des différentes décisions et des dispositifs adoptés antérieurement. Et j'en rappelle la liste, qui ont été déjà évoqués largement hier. La hausse du RSA de plus 4%, la hausse du point d'indice de 3,5% sur la revalorisation aussi des catégories C et puis à venir les catégories B, la revalorisation du SMIC pour les assistants familiaux et la mise en œuvre de la loi Taquet, le financement du Ségur et de l'accord dit Lafourcade élargissant la revalorisation salariale pour les professionnels du médico-social, le financement des avenants 43 et 44 au bénéfice des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc au total, l'impact de l'ensemble de ces mesures, inflation plus mesures gouvernementales sur notre budget, s'élève à pratiquement 12 millions d'euros pour la fin de l'année. Pour ces mesures nouvelles qui nous sont imposées, les compensations financières de l'État connues à ce jour sont sans commune mesure avec le niveau des charges à assumer, puisqu'elles s'établissent seulement à 1,1 million d'euros par la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie. À ce jour, une compensation partielle et notoirement insuffisante a été votée par le Parlement en faveur des départements au titre de l'augmentation de 4% du RSA au 1er juillet, sous la forme d'une dotation unique exceptionnelle de 120 millions d'euros, mais 120 millions d'euros pour tous les départements. Quant au bouclier énergétique, annoncé en début de mois dans le cadre des discussions du projet de loi de finances, les critères cumulatifs sont tellement restrictifs qu'ils ne permettent pas de pouvoir apporter une réponse rassurante pour les collectivités concernées et qui surtout pénalisent la bonne gestion. Il n'y aura pas autant de crispation si en même temps que cet effet conjoncturel, l'État ne rajoutait pas des contraintes aux collectivités comme celle d'imposer un nouvel effort sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour respecter ses engagements à l'égard de la Commission européenne dans le cadre du redressement des comptes publics. Si le pacte de confiance et l'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités à un rythme inférieur de 0,5 points au taux de l'inflation a finalement été retiré du projet de loi de programmation budgétaire 2023-2027,
dont le vote solennel est prévu le 25 octobre, une épée de Damoclès est toujours suspendue sur les exécutifs locaux. La trajectoire de réduction du déficit public, qui est bien légitime, si on ne veut pas hypothéquer l'avenir des futures générations, ne peut se réaliser au détriment des collectivités qui doivent, elles, chaque année, présenter un budget en équilibre. Il est indispensable, et malheureusement on ne peut plus attendre maintenant grand-chose du débat parlementaire sur le projet de loi de finances, d'instaurer une meilleure indexation des dotations de l'État sur le niveau réel de l'inflation, ainsi que la mise en place d'un bouclier énergétique qui soit réellement protecteur pour l'ensemble des collectivités territoriales. Voilà, je vous propose maintenant d'examiner dans le détail, avec, comme d'habitude, le diaporama qui vous est piloté par Olivier. Alors, sur d'abord la première slide, donc un récapitulatif et la synthèse de ces différents ajustements qui vous sont proposés en section de fonctionnement et d'investissement. Donc, nous vous proposons d'inscrire 11,9 millions en dépenses en section de fonctionnement et puis 1,6 en recettes et un correctif de 20,5 millions en dépenses d'investissement et de 10,3 en recettes d'investissement. Donc, ce qui fait que les ratios cibles que nous avons votés, que nous avons effectivement inscrits au début de l'année, se dégradent effectivement au regard de ces correctifs, puisque nous avons un taux d'épargne brute qui est ramené à 9%, et puis une capacité de désendettement de 9,2 ans, mais qui reste toujours de toute façon inférieure aux 10 ans. À noter aussi, dans le cadre de cette DM, un ajustement de l'emprunt d'équilibre qui vous est proposé à hauteur de 12,2 millions d'euros, ce qui ramène notre contingent d'emprunt aujourd'hui à 446 millions d'euros pour la fin de l'année et qui était de 480 millions d'euros, je le rappelle, fin 2021. Alors, je vous propose d'examiner déjà les dépenses de fonctionnement, donc plus 12 millions d'euros, donc ce qui représente 2,1% par rapport au BP 2022. Les principaux postes, puisque je ne vais pas, effectivement, vous avez eu un rapport qui était annexé et qui vous détaille, on va dire, l'ensemble de ces mesures. On va reprendre les principales qui se caractérisent par trois grands chapitres. D'abord, qui concerne la masse salariale, comme je l'ai effectivement indiqué. Donc, il y a 4,2 millions d'euros qui sont consacrés pour la création et le dégel de postes, ce qui fait en tout 5,1 millions d'euros. Et puis, vous avez des sommes qui sont aussi relativement importantes, c'est les frais d'hébergement pour les personnes handicapées, donc qui sont effectivement les conséquences du Ségur et de la Fourcade pour 4,4 millions d'euros. Et puis, les frais d'hébergement pour les personnes âgées qui sont liés aussi à la montée en charge des bénéficiaires pour 0,5 millions d'euros. Et puis, bien évidemment, ça a été aussi longuement évoqué, les charges à caractère général qui augmentent donc de 2,5 millions d'euros. Et dans ces 2,5 millions d'euros, vous avez 1,5 qui sont consacrés à l'augmentation pour l'énergie et les fluides. Ensuite, des correctifs qui sont, on va dire, un peu plus mineurs, notamment pour la contribution au SDIS, dans le cadre aussi de la revalorisation du point d'indice. De l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Vous avez aussi des correctifs sur l'équilibre sur la maison de l'enfance pour 0,5 millions d'euros et puis des dotations aux provisions pour 0,4. Les charges financières pour 0,3 millions d'euros. Puis vous avez aussi un ensemble de correctifs sur les frais d'hébergement MNA, la subvention FSE et puis au niveau du pari, donc pour respectivement une baisse de 500 000, 600 000 et 700 000 euros. Voilà. Et puis enfin, là aussi, des corrections sur la subvention au plan pauvreté enfance. Et puis, pour l'ordre de donc, diminution de 1 million, et puis la subvention habitat inclusif pour 1,2 million d'euros. On passe, je suis désolé, on repasse un peu sur, on reste dans les dépenses, mais sur la section on va sur la section d'investissement. Section d'investissement, donc avec
un additif de 15,8 millions d'euros, ce qui représente 4,5% par rapport au BP 2022. Et puis, bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi cette somme qui est intégrée dans cette section de 36,3 millions d'euros qui est neutre, hein, puisque c'est une opération d'ordre qu'on retrouve à la fois en recettes et en dépenses pour le remboursement temporaire d'emprunts revolving qui avaient été contractés. Donc voilà, ça c'est tout à fait neutre au niveau de notre budget, mais il faut effectivement l'inscrire au titre de cette DM. Ensuite, vous avez un certain nombre de mesures qui est lié notamment au décalage de travaux. Vous avez notamment celui du travaux d'enfouissement des réseaux THD et des travaux des délégataires LISEO 1, donc avec là un correctif de 11,5 millions d'euros de crédits qui sont supprimés dans le cadre de cette DM. Et puis, vous avez aussi des crédits supplémentaires qui sont rajoutés à peu près de l'ordre de 2 millions pour les travaux routiers, dont vous avez 2,4 millions d'euros qui sont consacrés à la déviation de Jargeau, 1 million pour les travaux du canal d'Orléans, et puis 600 000 euros sur les avances du Fonds social européen aux structures d'insertion. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait effectivement indiquer sur les dépenses d'investissement dans les mesures principales. Sur les recettes de fonctionnement, 1,6 million d'euros. Vous avez donc en recettes de fonctionnement les recettes qui sont consacrées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur la prestation de compensation du handicap, où là on prend une mesure de correctif de 1,8 million d'euros. Des reprises sur provision pour le canal de 1,2 million d'euros, compte tenu notamment de l'actualisation des risques que nous avons reçus. Les frais des frais de gestion qui sont sur la taxe foncière sur la propriété bâtie suite aux notifications pour 800 000 euros. Et puis vous avez aussi des autres produits dont 0,4 millions d'euros de recouvrement auprès des départements et des autres collectivités pour l'accueil d'enfants en structure collective et la redevance de la concession Enedis, et tout cela pour 700 000 euros. On en profite comme chaque année pour faire des apurements sur les rattachements des dépenses, l'ordre de 600 000 euros. La récupération partielle de l'aide au tourisme, donc, qui était l'annulation de mandat de l'aide versée à l'Agence de développement et de réservation touristique du Loiret pour 500 000 euros. Et puis des remboursements de personnel et de matériel mis à disposition de la MDPH pour 200 000 euros. Des ajustements pour les concours CNSA pour l'allocation personnalisée d'autonomie pour 100 000. Et puis ensuite des opérations, des écritures qui sont liées à la gestion de la trésorerie, avec un ajustement des gains qui est lié au marché des titres négociables pour moins de 100 000 euros. Le fonds de péréquation des MTO, là aussi, qui est corrigé suite aux notifications pour moins 500 000. Et puis enfin, le financement, donc, qui est le pendant effectivement de ce qu'on a vu aussi en dépenses. Les financements CNSA Habitat Inclusif en lien avec la programmation pour 900 000. Et le financement de France Relance du plan pauvreté pour moins 800 000 euros. On revient sur notre section d'investissement avec les recettes pour un correctif de 26 millions d'euros. Vous avez donc dans un élément, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le remboursement temporaire des emprunts revolving, donc qui sont des opérations d'ordre qu'on retrouve sur notre section d'investissement pour 36,3 millions d'euros. Et là, le deuxième effet des mesures qui sont présentées dans cette DM en recette d'investissement, c'est l'ajustement de l'emprunt d'équilibre pour 12,2 millions d'euros. Ensuite, des mesures qui concernent le reversement au budget annexe de la ZAC de Limer et des ports du Loiret dans le cadre de ventes de terrain qui ont été
qui ont été réalisés dans l'année pour 2,6 millions d'euros. 2 millions d'euros qui sont inscrites au titre des recettes de la DRAC pour les bâtiments des archives. 1 million d'euros consacrés aux subventions du FEDER, et puis 500 000 euros sur les produits des amendes de police. Des produits de cession aussi immobilière sur le site de Saint-Pierre-le-Pluyer à Orléans pour 400 000 euros. Les subventions qui sont aussi perçues dans le cadre des 2 collèges de Pithiviers pour 300 000. Et puis la notification du FCTVA qui nous permet aussi de corriger ce montant pour 400 000 euros. Enfin, la subvention de la région pour le THD, là où effectivement on enlève 700 000 euros de crédit sur ce chapitre. Voilà pour ce qui concerne l'ensemble des correctifs sur les 2 sections. Là aussi, on en profite pour faire des adaptations sur nos AP, sur nos autorisations de programme et nos autorisations d'engagement. Alors, au titre des autorisations de programme, donc qui sont donc toujours, on le rappelle, un stock important de l'ordre de 1 891 millions d'euros. Cet ajustement au titre de cette DM se fait par un rajout de crédit de 61,6 millions d'euros qui sont consacrés notamment déjà pour OSAO, pardon, donc dans le cadre des travaux de regroupement des directions des pôles citoyenneté et cohésion sociale, où là effectivement il y a ce rajout de 25 millions d'euros supplémentaires, et puis des crédits aussi qui sont rajoutés de l'ordre de 23,8 millions d'euros dans le cadre du SDIS, dans le cadre de la politique prévenir et réduire la vulnérabilité. Voilà, donc je ne vais pas non plus là aussi égrener l'ensemble des correctifs qui sont apportés en AP. En autorisation d'engagement, c'est un ajustement de 3,5 millions d'euros qui vous sont proposés. Et là, bon, c'est beaucoup plus effectivement, c'est moins notable que sur les AP, mais on a des correctifs qui sont apportés sur l'optimisation des systèmes d'information avec 2,1 millions d'euros, notamment consacrés à la maintenance des logiciels. Donc, au titre de conclusion, donc cette DM se caractérise par une augmentation des dépenses de fonctionnement de l'ordre de pratiquement 12 millions d'euros, une diminution des dépenses d'investissement hors dette qui est de moins 20,5 millions d'euros, et puis un contexte qui reste effectivement marqué par une forte inflation, notamment sur les rémunérations et les dépenses d'énergie, et une conjoncture économique qui reste complexe, qui ne nous permet pas de nous engager véritablement aussi dans une construction sereine du budget primitif 2023, comme c'est le cas pour la plupart des collectivités territoriales en ce moment. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Non, il n'y a pas... Ah oui, c'était 8 sur 8, d'accord. Ok, bon, très bien. Merci pour la présentation détaillée de cette décision modificative qui n'est pas anecdotique non plus. On a vu qu'il y avait des masses financières assez importantes, notamment avec plutôt une bonne nouvelle avec l'ajustement de l'emprunt d'équilibre de moins 12 millions d'euros. Donc je pense que ça, c'est plutôt à noter. Et puis, on voit bien aussi la création de postes, les revalorisations salariales directes, je dirais, pour nos agents départementaux, mais aussi indirectes pour les structures qui dépendent du conseil départemental. On voit que tout ça, ça pèse sur les finances et ça nécessitait aussi cette DM. Pour le SDIS aussi, on en parlera tout à l'heure, mais une somme aussi assez importante pour les sapeurs-pompiers. On en dira 2 mots, parce qu'on aura un rapport qui sera consacré à un avenant à la Convention. Voilà. Puis on voit toujours un stock d'AP qui est important, 1,9 milliard d'euros. Bon, voilà. Alors c'est vrai qu'on se dit toujours, faut toiletter ces AP, mais c'est pas facile. Parfois, il faudrait s'y mettre un petit peu, prendre du temps, mais c'est toujours difficile de se dire des projets qu'on abandonne définitivement ou pas. On les garde sous le coude, on les garde du coin de l'œil. Enfin voilà. Donc je vais maintenant vous livrer à vos questions, vos remarques. Hélène Lorme.
Merci, Monsieur le Président. Donc, d'abord, un élément de forme. D'abord, nous aimerions que les DM passent dans chacune des commissions thématiques et pas en commission finance uniquement. Certainement que tous les élus seraient intéressés de pouvoir échanger sur les choix budgétaires de la collectivité concernant les compétences de leur commission. C'est une demande que nous vous formulons pour les prochains DM. Sur le fond, sans surprise, nous nous abstiendrons en cohérence avec notre vote lors du budget primitif et un certain nombre de remarques que nous vous avions faites lors du vote du budget et qui sont toujours valables. La tarification sociale que nous avons déjà évoquée, la question du RSA, la lutte contre la non-recours aux droits, mais aussi les préconisations de la mission d'information et d'évaluation qui vont devoir trouver leur place dans le budget de la collectivité. Si nous saluons la prise de conscience sur plusieurs sujets, nous attendons une traduction budgétaire plus forte dans les actes. Merci à vous. Là, dans vos propos, je vois plutôt des propos pour le budget 2023, et encore même peut-être 2024, parce que vous parlez de tarification sociale, etc. Bah oui, ça va se mettre en place, mais il faut d'abord y travailler avant de mettre en place, et c'est pas à l'occasion d'une DM qu'on met ce genre de mesures en place. Voilà, le passage par les commissions thématiques, oui, je pense que ça peut s'envisager, que chaque commission effectivement ait pour sa partie des informations sur l'ADM. Bon, ceci dit, indirectement, tous les élus le sont, puisque vous faites partie de la commission des finances. Vous êtes deux représentants, donc vous-même et Mathieu Gallois, qui êtes dans cette commission des finances, qui se réunit au moins une fois avant l'ADM. Donc bon, voilà. Après, vous pouvez faire du reporting à vos collègues aussi. Mais bon, c'est vrai que par commission, le sujet peut être évoqué effectivement sur les ajustements de crédit. Bon, ça sera plus ou moins sur chaque commission. Hein. Ça va falloir disséquer un peu tout ça pour reventiler dans les commissions. Bon, c'est peut-être pas simple. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette décision modificative de fin d'année? Non. Eh bien, je vous propose. Donc, j'ai cru comprendre votre vote, mais je vais quand même vous demander de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y en a pas. Des abstentions? Voilà. Je pense qu'il ne manque pas. Oui, il manque. Ça doit être bon. Voilà. Donc, les autres votent pour. Donc, je vous remercie. Merci à vous. Donc, rapport adopté, DM adopté, moins les abstentions des groupes minoritaires. Bien, je vous propose de passer au rapport G2. C'est moi qui vais le présenter. Ce rapport G2 qui concerne la désignation d'un conseiller départemental suppléant pour siéger au CEPRI. Donc là, vous savez que le CEPRI existe toujours. C'est Gérard Malbaud qui nous représente dans cette instance, qui traite du risque inondation principalement, mais pas qu'au niveau local. Il y a des réflexions au niveau national. Et bon, c'est un bon outil pour appréhender cette question d'inondation. Donc, on vous propose Marianne Dubois en qualité de suppléante. Donc, voilà, je vous propose de voter sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, donc merci. Rapport adopté. Le rapport G3, nous devions avoir le contrôleur général. Je ne sais pas s'il est là. Il est en route. Bon, on va passer peut-être au rapport suivant. Ah ben il y a les vœux. Après, ça, c'est les vœux. Ou est-ce que vous voulez qu'on parle des vœux tout de suite et puis on verra sur le S10 après, si vous voulez? Oui. Allez, on va passer. Alors, nous avons deux vœux. Un vœu qui est présenté par le groupe de la majorité départementale et un vœu qui est arrivé aussi présenté par Madame Tripet du groupe PCF, l'Humain d'abord. Peut-être qu'on va laisser Madame Tripet présenter son vœu et puis ensuite c'est Hugues Saury qui présentera le vœu de la majorité. Voilà. Et comme vous avez lu, hein, il y a quand même quelques similitudes sur le fond, sur la forme pas trop. Bien, écoutez, je vais le présenter. Et si je l'ai mis à mon nom, c'est que les informations qu'on avait, c'est qu'on pouvait en présenter qu'un par personne, enfin comme par conseiller par année. Mais sachez que les groupes sont d'accord avec ce vœu. Voilà. Donc, je vous le présente. La hausse des dépenses liées à l'électricité et au gaz, si elle va durement impacter les ménages, ne sera pas sans conséquence sur notre collectivité. Chaque jour, des collectivités alertent. La ville d'Avignon annonce un budget en augmentation de 227% pour le gaz et 80% pour l'électricité.
À Montataire, c'est 1,9 million d'euros qu'il manque pour boucler le budget de la ville face au prix du kilowattheure qui est passé de 85 € à 1 000 € sur le marché de gros. De plus en plus de maires appellent à ne plus payer les factures. Pour notre département, le phénomène sera le même. Comment éclairer nos voiries, chauffer les collèges, répondre aux besoins énergétiques des sites qui font vivre nos services publics départementaux, comme les crèches, les PMI ou les circonscriptions de services sociaux avec les prix qui s'envolent. S'il nous faut poursuivre nos mesures structurelles pour avancer vers une transition écologique, ceci ne peut se faire au détriment de la qualité des services publics. Ces questions se posent avec d'autant plus de force que les collectivités territoriales, les villes, les départements, les régions, qui font vivre au quotidien les services publics si essentiels à la vie de nos concitoyennes et concitoyens, sont soumis aux mêmes règles que les entreprises privées concernant le prix de l'énergie. Voilà les conséquences néfastes de l'ouverture du marché de l'énergie provoquée successivement par la loi NOM en 2015 et la loi Énergie-Climat en 2019, qui ont instauré la mise en concurrence des fournisseurs d'énergie. Preuve s'il en est que l'énergie est un bien commun où l'on doit refuser toute marchandisation. Si l'État, avec Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé qu'il était prêt à aider les collectivités, cela se fait une fois de plus en exigeant la réduction des dépenses de fonctionnement de nos collectivités. Ceci est inacceptable au moment où l'inflation et où l'explosion des prix de l'énergie vont renforcer le besoin de services publics sur notre territoire. Nous ne pouvons pas accepter un tel chantage. Nous ne sommes pas responsables de cette situation. Alors que nous travaillons à l'isolation thermique de nos bâtiments, à la réduction des dépenses énergétiques dans un souci économique et écologique, nos factures vont augmenter du seul et unique fait de la spéculation boursière. La présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, reconnaît que la flambée des prix montre clairement les limites du fonctionnement actuel du marché. En réponse à la hausse des dépenses d'énergie, nous ne demandons pas à l'État d'aide financière, qui sera juste un saupoudrage sur la situation actuelle, mais simplement le retour aux tarifs régulés. Pour toutes ces raisons, l'Assemblée départementale, réunie ce jeudi 20 octobre, on va dire vendredi 21 maintenant, demande à l'État de permettre aux collectivités de bénéficier des tarifs réglementés du gaz et de l'énergie en lien avec la réalité des coûts de production par EDF, de bloquer ces tarifs et de sortir l'énergie du marché à la concurrence. Demande à l'État de reconnaître l'électricité et le gaz comme des biens de première nécessité et interdire les coupures. Demande à l'État de mettre en place un bouclier tarifaire sans condition. Voilà, merci mes chers collègues. Monsieur le Président. Merci. Voilà, donc les termes sont parfois un peu durs, mais bon, donc on parle de chantage. Mais on va voir que je vais vous proposer de lire Uxori présente le vœu de la majorité départementale, des vœux qui sont arrivés de façon un peu concomitante, mais qui finalement portaient sur pratiquement le même objet. Allez. Exactement, Président. Est-ce que vous voulez que je lise le vœu ou je le résume ? Je le lis, ok. Alors, la hausse des prix et particulièrement ceux de l'énergie, des matières premières et de l'alimentation nous impacte tous, les familles, les entreprises et collectivités. Le département, qui par ses responsabilités en matière de solidarité humaine et territoriale avec l'État et les communes, se retrouve ainsi en première ligne. Dans ce contexte, on voit monter les précarités. La plupart des Français sont directement touchés aujourd'hui, et particulièrement aux zones rurales où l'on a besoin de sa voiture au quotidien. Compte tenu des charges actuelles de production, des entreprises de toute taille sont aujourd'hui menacées de mettre la clé sous la porte. Le ministre de l'Économie l'a d'ailleurs confirmé récemment en affirmant que le choc actuel est encore plus brutal pour nos économies que le choc pétrolier de 1973. Cette situation de tension économique et sociale est enfin renforcée par les conséquences du changement climatique. Donc, considérant que dans le projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, qui prévoit des trajectoires budgétaires pour le quinquennat, ainsi qu'un cadre financier pour les administrations publiques, les anciens contrats dits de Cahors pour les collectivités sont remplacés par un pacte de confiance dans lequel la progression des dépenses de fonctionnement devra être inférieure à l'inflation, minorée de 0,5 points. Considérant que le département est pleinement conscient de la situation financière globale du pays, faisant suite aux 2 années de crise pandémique et au plan de relance, il accepte de prendre sa part dans le redressement des finances publiques dans les mesures proportionnées et justes. Toutefois, l'État devra être le premier à s'appliquer les règles de bonne gestion qu'il attend de l'ensemble de ses partenaires publics.
Considérant que le département refuse de se retrouver entre le marteau et l'enclume avec des dépenses sociales ou énergétiques qui augmentent et des financements qui se réduisent, pour le Loiret, le cumul des nouvelles dépenses obligatoires, elles sont citées, avenant 43, hausse du point d'indice des fonctionnaires, revalorisation des aides à domicile, augmentation du revenu de solidarité active, prime de feu, envol du coût de l'énergie, etc., ce qui atteindra en année pleine près de 20 millions d'euros. Considérant que le gouvernement a annoncé un plan national de sobriété énergétique, des efforts collectifs, proportionnés et raisonnables pour faire la chasse au gaspillage d'énergie. La réussite du plan dépendra maintenant de la responsabilité collective, chaque acteur ayant vocation à appliquer son plan d'action pour réduire de 10% sa consommation. Le département s'inscrit pleinement dans cette démarche. Un plan d'action de sobriété énergétique et de solidarité a été adopté par l'exécutif vendredi dernier, se déclinant en 3 points: des actions sur les bâtiments et les équipements, des actions sur les mobilités, des actions sur les comportements. L'Assemblée départementale, réunie en session le 20 octobre 2022, demande l'exclusion des AIS de la trajectoire prévue par la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, car elles constituent des dépenses non pilotables. De même pour les dépenses récemment imposées par le gouvernement. Avenant 43, revalorisation salariale, augmentation du point d'indice, etc. et les dépenses de contractualisation. L'indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. La mise en place par le gouvernement d'un bouclier énergétique tarifaire pour toutes les collectivités territoriales. Comme l'ensemble des collectivités, le département est confronté à des hausses massives de ses dépenses énergétiques, en particulier pour ses collèges et EHPAD. Si un bouclier tarifaire a été mis en place pour les ménages, ainsi que des aides aux entreprises, les collectivités doivent pouvoir bénéficier également d'un même dispositif protecteur. La reconnaissance d'un chef de fila pour le département dans le domaine de la transition écologique, en raison de sa capacité de mise en synergie entre les initiatives du bloc local et la planification régionale. Le département du Loiret, lauréat du prix de l'environnement, décerné par le journal des départements le 30 septembre dernier, c'est ce qui est devant le président, mène une politique active en la matière. Tous les nouveaux collèges prennent déjà en compte les exigences climatiques et nous sommes prêts à accélérer à l'occasion du plan sobriété pour contribuer à éviter les coupures électriques. Face à ces dépenses structurelles pour lesquelles le département ne maîtrise ni le contour ni le montant, l'empêchant de faire des prévisions, la recette conjoncturelle provenant des DMTO actuellement florissantes n'en reste pas moins très volatile. Par ailleurs, la succession de crises que nous connaissons, qui créent un climat anxiogène, peuvent se traduire par un fort ralentissement économique dans les mois à venir avec des conséquences sociales importante. L'absence de marge de manœuvre fiscale porte alors un vrai risque d'inertie, notamment pour les dépenses d'investissement très attendues par les entreprises, les communes et le monde rural en particulier. Chaque année, les départements consacrent un peu plus de 12 milliards d'euros à l'économie française et à des emplois non délocalisables. Le risque serait donc de rajouter de la crise à la crise. La prise en compte de l'ensemble de ces éléments doit donc être une priorité du gouvernement et des mesures concrètes doivent être prises. Ceci est notre vœu. Voilà, donc dans des termes un peu différents, peut-être un peu moins politiques que ceux présentés par Madame Tripet, le message est sensiblement le même. Donc, est-ce que vous voulez qu'on vote les deux vœux ou est-ce qu'on vote le vœu présenté par Hugues Saury? Moi, je veux bien présenter le vœu. Oui, Hélène. Pour notre part, on préférerait, enfin séparément, parce qu'on a une remarque par rapport au vœu présenté par le groupe de la majorité. Nous nous retrouvons dans ces demandes, mais nous nous interrogeons malgré tout sur le 4e item. Dans les demandes inscrites dans ce vœu, vous revendiquez la reconnaissance du chef de fila dans le domaine de la transition énergétique, en listant ensuite des actions déjà menées. Faut-il aller jusque-là, puisque la loi 3DS a rappelé que toutes les collectivités étaient concernées et agissaient dans son champ de compétences? Il nous semblerait plus juste de simplement évoquer, plus que la question de chef de fila, la reconnaissance du rôle prépondérant des départements dans le domaine de la transition énergétique en partenariat avec le bloc local et les régions. Oui, c'est vrai qu'on avait tendance à dire que la transition écologique, le département en fait la preuve, c'est, comme l'a dit Hugues Saury, mais je en dirai peut-être 2 mots tout à l'heure. Moi, les collègues et notre président du groupe, majorité, moi je veux bien qu'on amende ce vœu, si tout le monde le vote, si tout le monde vote le vœu qui a été présenté. Et puis, alors celui de Madame Tripet,
Vous reconnaissez qu'il est sensiblement le messager. Ah bah, si on vote les deux, non, ça va. Je pense qu'il y aura un vote qui va être discordant. Comment? L'amendement, oui, non, mais l'amendement est recevable, Hugues. Non, mais je pense que ça aura plus de force si on vote unanimement un même vœu. Donc moi, c'est pas tout à fait effectivement la même chose de souhaiter être chef de fila et ce qu'a dit Hélène, mais c'est tout à fait acceptable pour nous. Et je pense qu'on sera tous renforcés par un texte amendé qu'on voterait de façon unanime. Belle première d'avoir un vœu voté unanimement. Oh, non, on l'a fait. Il y a longtemps. Bon, donc Hélène fera nous transmettre le petit paragraphe là, et puis on l'insérera. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet, donc où on reparle des différentes collectivités chacun dans leurs compétences, mais avec aussi le phénomène de transition écologique qui peut être appliqué finalement dans les 3 niveaux, dans les 3 strates de collectivité. D'accord. Bon, je vous propose de voter ce vœu, donc ce vœu amendé. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, donc merci. Donc ce vœu sera transmis à qui de droit. Merci à vous. Bien. Merci. Donc on va reprendre le rapport G3. Notre contrôleur général, Fuchs, est présent. Donc il va pouvoir vous le présenter de là-haut. Vous allez descendre, il faut descendre jusque là, avec Monsieur Martin. Voilà, donc juste pour faire un chapeau avant de voter le rapport G3, donc je dirais une remise dans le contexte de la situation par rapport aux sapeurs-pompiers. On a un peu de temps parce que la commission permanente ne démarre, je vous le rappelle, qu'à 11h. Bon, même si on termine avant, on démarrera un petit peu avant parce que tous les élus sont censés être présents. Donc voilà, Monsieur le Contrôleur général, une présentation des enjeux du SDIS. Et puis ensuite, je vous présenterai le rapport G3 qui sera soumis à votre approbation. Bien. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous souhaitiez qu'en introduction, avant ce rapport, je revienne sur l'actualité des sapeurs-pompiers, notamment l'actualité opérationnelle. Donc, au niveau macro, là, vous parliez effectivement réchauffement climatique et impact et décisions prises par la collectivité et le conseil départemental. Le réchauffement climatique est indéniable, c'est évident, ça a été démontré scientifiquement parlant. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de ça, mais plutôt pour vous parler de l'impact sur la gestion des crises que ça peut générer. L'été l'a montré, cette année, l'année passée aussi, le réchauffement climatique génère des catastrophes naturelles de plus en plus importantes, qu'il s'agisse d'inondations ou de feux de forêt, feux d'espace naturel, et maintenant on parle également de méga-feux. Donc je ne rentrerai pas dans les détails techniques des méga-feux, qui sont des feux qui s'auto-alimentent, etc., et qui génèrent des problématiques nouvelles, à savoir que le feu ne progresse plus forcément par rapport au sens du vent, mais peut se propager finalement dans toutes les directions, ce qui génère des soucis pour les intervenants en termes de prise de risque, et également par rapport à l'identification de ce que nous appelons les points sensibles, les points à protéger, les points à défendre. C'est une réalité. Donc, intensification des crises de sécurité civile, c'est indéniable, mais aussi élargissement, je dirais, des territoires vulnérables. On parlait essentiellement des départements du sud de la France, du bassin méditerranéen, en matière de feux de forêt, feux d'espace naturel. Et dorénavant, en tout cas cette année, on a parlé un peu du sud, on a parlé beaucoup du sud-ouest, et on a parlé également beaucoup du Grand Ouest, puisqu'on a connu des feux, comme toujours, dans le Var, on en a connu en Gironde surtout, beaucoup en Gironde, mais on l'a connu dans le Morbihan, on l'a connu dans le Maine-et-Loire, on l'a connu dans le Finistère. Et je vous rappelle qu'en 2019, nous avions aussi de gros feux d'espace naturel dans le département de l'Oise. Voilà. Donc c'est pas si loin que ça. Donc ça, c'est une réalité liée au réchauffement climatique. Le modèle de sécurité civile
qui existe aujourd'hui, qui est défendu par le gouvernement. C'est un modèle de partenariat État-collectivité, de mixité, sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires. Pour le département du Loiret, nos sapeurs-pompiers volontaires, c'est 80% de nos effectifs. La disponibilité, après, c'est autre chose. Et bien entendu, il y a une notion de solidarité nationale qui est absolument indispensable. L'étude des risques se fait dans chaque département, et c'est retranscrit dans le cadre du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, mais dans le cadre de ce qu'on appelle les travaux de pacte capacitaire au niveau zonal et au niveau national, toute une étude est faite pour pouvoir justement organiser la solidarité nationale. Et en matière de feux de forêt, de feux d'espace naturel, c'est une activité qui est extrêmement consommatrice en ressources matérielles et en ressources humaines. Donc, très rapidement, on est obligé de faire appel à des services d'incendie de secours voisins, voire à des colonnes de renfort zonales et extrazonales. Donc, chaque été, à titre d'information, le département du Loiret, les services d'incendie du Loiret dépend de la zone ouest, 22 départements, Seine-Saint-Denis-de-France, chaque année, sont constituées 2 colonnes de renfort au sein de la zone ouest au profit des départements du sud, plus, depuis maintenant 2 ans, une 3e colonne pour pouvoir organiser des renforts au sein de la zone ouest. Donc ça nécessite de préparer des moyens matériels et d'identifier de la disponibilité en personnel, ce qui n'est pas forcément évident, parce que la disponibilité des volontaires, ce n'est pas forcément 3 mois à l'avance ou 2 mois à l'avance, c'est plutôt à la semaine que ça se fait, quoi. Et parfois, c'est quasiment la veille pour le lendemain. Alors, en ce qui concerne le département du Loiret, les sapeurs-pompiers du Loiret, bien entendu, nous sommes inscrits dans cet élan de solidarité nationale. Et cette année, nous nous sommes engagés une 20aine de fois pour pouvoir porter d'autres concours auprès d'autres territoires. Dans le Gard, notamment, nous sommes partis au mois de juin. Nous sommes partis plusieurs fois en Gironde. Les sapeurs-pompiers ont été également dans le Morbihan, ils ont été dans le Finistère, ils ont été dans le Maine-et-Loire plusieurs fois, et également dans le département de l'Eure. On est monté également en Normandie. Donc dans l'Eure, pour faire des feux de forêt, l'Eure étant le département le plus boisé de la région Normandie réunie. Alors, on pourrait se demander, mais si on s'est permis d'engager tous ces moyens au profit d'autres territoires, c'est que nous étions en sécurité, qu'ils n'avaient pas besoin chez nous. La réponse est non. Bien entendu que pour pouvoir engager ces renforts hors du département du Loiret, nous le faisons valider par l'autorité préfectorale, à qui je dois bien entendu la réalité des choses, du niveau de risque au niveau du département. Mais si on part du principe que le niveau de risque chez nous, il est présent, alors que dans les autres départements, le risque a carrément éclos, dans ce cas-là, pas beaucoup de SDIS pourraient engager. Donc parfois, il y a une prise de risque, effectivement, à dire on envoie des moyens, sachant que peut-être que ça sera délicat pour nous. Mais c'est aussi ça le principe de la solidarité nationale. Alors, dans le département du Loiret, où on peut penser qu'en matière de feux de forêt, feux d'espace naturel, il ne s'est pas passé grand-chose cet été, je vous dis, ce n'est pas exactement cela. En 2019, donc c'était une année de référence pour nous, 2019, on a à peu près 1100-1200 hectares qui ont brûlé, 745 feux cette année-là, de nombreux feux simultanés. Je me rappelle notamment la journée du 25 juillet, 16 feux simultanés. C'est une grande difficulté pour les sapeurs-pompiers, parce que lutter contre un feu, c'est une chose, 2-3 feux, c'en est une autre. Mais lorsqu'on est engagé sur 16 feux, c'est compliqué en termes de moyens, il y a des choix à faire. Et bien entendu, il y a besoin du concours également de nos voisins. En 2020, fort de l'enrichissement de l'expérience de 2019, on a réussi à baisser les surfaces brûlées. Globalement, c'est 645 hectares de brûlés et un nombre de feux autour de 500 feux contre lesquels les sapeurs-pompiers ont lutté. 2021, je passe rapidement parce que 2021, c'était un été plutôt frais humide. Donc on pouvait se dire, tiens, ça y est, c'est le retour à la normale. Finalement, on s'est trompé, le réchauffement climatique ne se fait plus. Non, c'était probablement plutôt un interlude. Et cet été, les sapeurs-pompiers ont lutté sur la période juin, juillet, août, début septembre, contre 384 feux. Donc c'est quand même significatif, ces 384 feux, dont on a peu parlé, parce qu'en réalité, ils ont été rapidement maîtrisés.
rapidement maîtrisé par la stratégie opérationnelle qui est mise en place maintenant depuis plus de 2 ans, et également toutes les actions de prévention qui sont menées. Donc je m'explique. Depuis 2019, en tout cas la saison après l'été 2019, nous avons décidé de travailler en matière de prévention avec les agriculteurs, parce que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Je ne parle pas de malveillance, hein. Je dis d'origine humaine, autrement dit, notamment liée à des outils mécaniques. Donc, avec les agriculteurs, ce qui leur a été demandé, c'est déjà, par rapport au niveau de risque, d'éviter les jours où le niveau de risque est fort, voire sévère. Également, faire en sorte, peut-être, et ça a été le cas notamment cette année, de moissonner plus tôt. Cette année, les moissons sont terminées avec 3 semaines d'avance. Donc, il est évident que ça a un impact sur les sinistres. Tout le monde regarde, Monsieur le Président ? C'est la nature. Hein, voilà. Donc, c'est un travail que nous menons chaque année avec eux. C'est également être en capacité de rapidement se localiser et se manifester pour pouvoir, si je puis dire, appliquer la stratégie opérationnelle qui est d'attaquer massivement et rapidement les feux naissants. C'est vraiment le principe de base. C'est l'idée que dès le début, on éteint un début de feu avec un verre d'eau, après c'est le seau d'eau, après c'est la tonne d'eau, et après il faut faire la part du feu. C'est à peu près ça l'idée qu'il faut retenir, quoi. Donc, être en capacité de se localiser, de se manifester, et puis également de faire la part du feu si nécessaire, et pour cela, éventuellement avoir un déchômeur à proximité, ou pas trop loin, pour pouvoir éviter justement que le feu se propage à notre parcelle, voire à une zone boisée à proximité, parce que la sécheresse est telle que effectivement la propagation se fait extrêmement rapidement. Parallèlement à cela, sur l'aspect stratégie opérationnelle, ce qui a été décidé, c'est lorsque le niveau de risque est élevé, à partir du niveau de risque fort, de prépositionner des moyens. Alors, il y a encore 2 ans, 3 ans exactement, le niveau de risque feu était calculé au niveau départemental. C'était ce qu'on a appelé l'IFM, l'indice forêt météo. Cet indice-là a été revu avec d'autres critères pour être affiné. Et surtout, nous avons décidé non pas de le calculer tous les jours au niveau départemental, mais de le calculer au niveau des 7 territoires qui sont pour nous ce que nous appelons les territoires des communautés de centres d'incendie de secours. Il y a les comités de communes, il y a les comités de brigade chez les gendarmes. Et depuis 4-5 ans, nous avons développé ce que nous appelons les communautés de centres d'incendie de secours, au nombre de 7, et qui regroupent à peu près 10 à 12 centres d'incendie de secours. Parce que lorsque le niveau de risque il est fort et que nous décidons de prépositionner des moyens, ça ne veut pas dire forcément qu'il est fort aussi bien dans la Beauce que dans le sud du département, à l'est et à l'ouest. Et par contre, la décision de prépositionner des moyens, elle requiert pas mal de ressources humaines, en plus des moyens, ce qu'on appelle les potentiels opérationnels journaliers, qui sont prédéfinis dans les centres d'incendie de secours, aussi bien en postés, autrement dit les pompiers en garde dans les zones urbaines et ultra-urbaines, et ceux qui sont d'astreinte dans les autres CIS. Ce sont des personnes en plus dont on a besoin. Voilà les modalités, si vous voulez, de fonctionnement au niveau départemental. Donc pour chiffrer un petit peu la ressource humaine par rapport à cet été, on a eu certaines journées avec un indice de risque fort sur les 7 unités territoriales qui nous ont amenés à devoir trouver 110 personnels supplémentaires pour pouvoir armer des engins dans les 7 unités territoriales en garde active. Garde active, ça veut dire qu'avec les engins feux de forêt, ils circulent sur les axes à proximité des massifs vulnérables. Pour être au plus près du départ de feu s'il y a un départ de feu, pour être vus, pour faire du préventif, et puis également pour dissuader les actes des malveillances. Donc tout cela, c'est du personnel, et c'est essentiellement des sapeurs-pompiers volontaires que nous avons dans ces véhicules-là. Nous avons aussi des professionnels qui, dans ce cas-là, sont remplacés par des volontaires dans les unités où ils sont en garde. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur cette première partie de l'exposé ? Oui ?
J'ai une question. Je sais qu'il existe un article du Code forestier qui permet de classer certains territoires boisés à risque. Et ce classement autorise à certaines restrictions, à certains financements. Est-ce que, je ne sais pas si dans le Loiret, alors qu'on a des massifs forestiers, que ce soit celui de la forêt d'Orléans ou de la Sologne important, je ne sais pas si ce classement est appliqué existe dans le Loiret. Alors, non, je ne saurais vous répondre précisément à la question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été décidé cette année et validé par proposé et validé par l'autorité préfectorale d'activer la sous-commission départementale de défense de la forêt contre l'incendie, qui est une sous-commission dans laquelle il y a le service d'incendie et de secours, il y a l'ONF, la direction départementale des territoires et d'autres. Et effectivement, donc c'est vraiment interservice. Et on verra les travaux qui vont être menés d'ici la saison prochaine pour pouvoir justement avancer sur les mesures préventives en matière de protection de la forêt. Alors il est vrai qu'on a en termes de terrain, de territoire forestier, des parties publiques et des parties privées. La forêt domaniale d'Orléans n'est pas entièrement publique. C'est l'article 132-1 du Code forestier. Je pense que ça pourrait être intéressant, enfin, c'est pas à vous mais je pense que ça pourrait être intéressant de classer certains de nos territoires, compte tenu de ce que vous dites et de l'expérience passée, certains de nos territoires au titre de cet article de la loi. J'en prends bonne note, c'est un point qu'on abordera dans cette sous-commission-là, certainement. Voilà. Pas d'autres questions ou... Merci. L'activité opérationnelle du service incendie et de secours du Loiret ne cesse d'augmenter depuis plus d'une dizaine d'années. C'est ce que d'ailleurs nous avons présenté ici le 5 avril aux 12 vice-présidents à la demande du président Godet. Je suis parvenu avec les supports parce que je pense que ça m'aurait pris plus de temps que le temps qu'on m'a indiqué. L'activité opérationnelle du service d'incendie et de secours, globalement, 80%, c'est du secours d'urgence aux personnes. 80% de nos engagements opérationnels. En 2013, c'était 24 000 interventions. En 2021, cette activité de secours d'urgence à la personne est autour de 35 000 interventions. C'est vraiment significatif, cette évolution. Alors, il y a différentes raisons à cela, mais ce n'est pas forcément évident de bien le décoder. Un, il y a une demande toujours plus forte du citoyen en matière de sécurité. Et deuxièmement, dans le département du Loiret, il y a une démographie médicale en médecine générale qui est extrêmement pauvre. Voilà. C'est probablement aussi une explication qui amène les médecins régulateurs, en fonction des éléments qu'ils ont lorsqu'ils échangent avec le requérant, à les inviter à venir aux urgences ou à nous déclencher en fonction de ce qu'ils identifient. Bien entendu, il y a également ce que nous appelons les carences. Un certain nombre de transports que les sapeurs-pompiers réalisent, faute d'être réalisés par les transporteurs sanitaires privés, par défaut de moyens aussi, ou parce qu'ils n'exercent pas forcément tous dans le département du Loiret. Sur les 12 derniers mois, cette évolution s'est renforcée. Depuis le mois d'octobre 2021, l'activité opérationnelle du SDIS 45 a dépassé les 4 000 interventions mensuelles tous les mois. Tous les mois, plus de 4 000 interventions, dont 3 000 au titre du secours d'urgence aux personnes. Bien qu'on ait réussi à faire baisser le nombre de carences, du fait que nous avons décidé d'en refuser, et nous l'avons dit clairement au SAMU, notamment l'été, lorsque l'indice de risque feu est important. Je leur ai dit, nous refusons les carences par territoire, parce que notre priorité, elle n'est pas d'aller faire les carences, mais c'est d'être prêt en mesure d'eux s'il y avait un départ de feu. Et puis également, en dehors de cette période estivale, lorsque nous sommes en déficit sapeurs-pompiers, notamment volontaires, en semaine diurne, sur certains territoires. Parce que les quelques pompiers que nous avons, nous devons les conserver pour remplir réellement une mission d'urgence, puisque c'est la raison d'être du service d'incendie et de secours, un service d'urgence, et surtout la mission incendie, qui est la mission exclusive des sapeurs-pompiers que personne d'autre n'ira remplir.
Donc pour autant, cette activité mensuelle, elle a augmenté du mois de septembre 2021 au mois d'août 2022, en dépassant le cap des 4000 interventions. Il n'y a qu'au mois d'août où on a une légère inflexion, mais qui est habituelle, liée globalement à une diminution de la population qui part, bien entendu, en vacances. Le point suivant, ça concerne la disponibilité de nos ressources. Je vous disais tout à l'heure, 80% des sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires. C'est normal, c'est la particularité du modèle français, la mixité sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires. On met des sapeurs-pompiers professionnels dans les zones ultra-urbaines et urbaines, avec un régime de travail qui est la garde, donc des pompiers postés. Pourquoi ? Parce que la sollicitation et la probabilité plutôt de sollicitation est forte et la probabilité de simultanéité des interventions est également importante. Donc les gardes sont constitués de manière à être en capacité de pouvoir répondre à 3, 4, voire 5 interventions simultanées. Le centre d'incendie et de secours qui a la plus forte sollicitation opérationnelle, c'est celui qui est juste à côté, Orléans-Centre, qui doit être, par rapport à son effectif de garde, posté en capacité de pouvoir répondre à 5 interventions simultanées. Voilà. Donc tous les centres d'incendie et de secours en zone ultra-urbaine doivent pouvoir répondre à 4 interventions simultanées, Orléans-Centre 5. Dans les centres d'incendie et de secours comme Pithiviers et Gien, c'est minimum 2 interventions simultanées. Et tous les autres centres d'incendie et de secours en zone rurale, ils doivent être en capacité de pouvoir répondre à une intervention, quelle qu'elle soit. La difficulté que nous rencontrons, c'est que l'activité opérationnelle, elle est majoritairement en semaine diurne, autrement dit du lundi au vendredi en journée. Mais la disponibilité de nos sapeurs-pompiers volontaires dans ces territoires-là, c'est l'inverse. C'est la nuit et les week-ends. Je disais à Madame la Préfète, à la dernière réunion de sécurité élargie, nous avons une diminution de la disponibilité de nos pompiers volontaires depuis le mois de septembre, après la période estivale. On avait réussi à bien les sensibiliser. Certains prenaient aussi sur leur congé, c'est une réalité. Et on est redescendu à un effectif en moyenne de 167 sapeurs-pompiers volontaires en semaine diurne, pour un besoin théorique autour de 240. Voilà. Donc ça veut dire que les secours sont bien réalisés, mais ils sont réalisés par des centres d'incendie et de secours qui sont beaucoup plus éloignés. Soit des professionnels qui partent donc des zones ultra-urbaines, et de ce fait, ça génère des déséquilibres et nous amène à assurer après des recouvertures opérationnelles qui n'ont cessé d'augmenter depuis 2 ans, plus d'une vingtaine de recouvertures opérationnelles par année, ou bien ce sont d'autres sapeurs-pompiers volontaires qui sont disponibles, qui partent aussi de plus loin, mais qui découvrent leur territoire, ce qui pose aussi problème. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces éléments ? Bien. Dans ce cas-là, je vous propose qu'on arrive sur la présentation de l'avenant, Monsieur le Président. Oui, c'est moi qui vais le présenter. Oui, je vais le présenter après. Voilà, donc on va passer au rapport G3. Donc avec, il y a un PowerPoint ou un diaporama, comme dit Christophe, qui a le terme ancien. Maintenant, c'est le PowerPoint. Voilà, je ne sais pas s'il passe. Voilà, donc sur ce PowerPoint, on va vous présenter le rapport G3 et j'apporterai quelques précisions. Donc le sommaire, bon, on va vous parler de la convention cadre qui a été signée en 2022, au début de cette année 2022. C'était le 23 février 2022 qui a été... La signature a eu lieu ce jour, mais la décision avait été prise en séance plénière le 27 janvier. Donc on y parle aussi de l'avenant à la convention. Ce qu'il faut retenir, c'est ce protocole alliance, comme ça a été indiqué, et puis le PPI, donc, sur lequel je dirai quelques mots. Voilà, sur la page 3 sur 5. Donc le protocole alliance. Alors, il faut savoir que, je vous l'avais dit, les organisations représentatives m'ont saisi en début d'année d'une demande assez prégnante sur le manque de sapeurs-pompiers professionnels pour remplir les missions, les qualités de service des missions du SDIS sur le département, en rapport avec le SDACR, évidemment. Donc, ces organisations représentatives, il y avait à la fois les syndicats, ça c'est donc les OS, comme on a l'habitude de les recevoir, et le directeur les reçoit régulièrement. Mais fait nouveau, il y avait l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Loiret, qui
regroupe principalement les sapeurs-pompiers volontaires. Donc c'était une première, hein, que tous les 4 soient sur la même... le texte soit signé par ces 4 organisations. Donc il a fallu signer ce protocole au début du mois de juillet pour répondre en partie, évidemment, à leurs demandes. Il ne s'agit pas de répondre à la totalité, mais il y a eu une négociation assez longue entre le directeur adjoint, le colonel Chauvin, et puis les organisations représentatives. Donc il y a eu 6 mois de négociation pour arriver au terme de cette négociation qui va nécessiter des mesures financières qui vont permettre de recruter des sapeurs-pompiers, donc de 2,3 millions d'euros à 3 millions d'euros par an sur la durée de la convention. Donc, ce qui signifie que vous avez dans le rapport, en page 1 du rapport G3, on vous explique que le protocole prévoit la création de 57 emplois équivalents temps plein entre fin 2022 et 2024, mais il y a 10 ETP de sapeurs-pompiers professionnels qui sont conditionnés à l'atteinte d'objectifs opérationnels. Donc effectivement, comme l'a dit le colonel, on verra comment évoluera le nombre d'interventions par an, hein, donc la sollicitation opérationnelle. On peut imaginer qu'elle baisse un peu suite à la garde ambulancière, hein, avec cette réforme qui est appliquée maintenant. Donc on peut voir peut-être une légère décrue du secours à personne, enfin des carences en tout cas, ce qu'on appelait les carences. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ce ne sera pas forcément une réduction extrêmement importante qui peut être en plus compensée par des événements climatiques extrêmes. On l'a vu, hein, hier, vous avez tous vécu certainement des pluies extrêmement fortes, extrêmement violentes. Et j'avais reçu, moi, le rapport des sapeurs-pompiers. Monsieur le directeur, je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais il y a eu un certain nombre de sorties hier soir. Combien ? 91 sorties. Ah oui, donc voilà, une centaine de sorties pour justement faire face à ces risques inondations, ce phénomène, en tout cas, ce phénomène climatique. Donc on peut imaginer aisément que l'été peut être aussi tout aussi violent à l'inverse par des feux. Bon, l'été dernier, ça a été, comme ça a été expliqué par le directeur, ça a été plutôt calme, même s'il y a eu près de 400 sorties, je crois, monsieur le directeur. Je crois que c'est... On a été bon. Très bien. Oui, effectivement. Bon, voilà. Donc, en tout cas, il faut se préparer. Et si on veut maintenir, en tout cas, ce niveau de sécurité civile dans le Loiret, le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels paraît indispensable. Et dans le même temps, il a fallu aussi travailler sur le volontariat, les sapeurs-pompiers volontaires. Là aussi, on sent un épuisement, on sent qu'il y a parfois une perte de sens dans leurs activités. Ils nous le disent régulièrement. Donc, alors... L'argent ne fait pas tout, mais on sait bien que si on veut pouvoir compter sur eux, notamment en termes d'astreinte, il fallait revaloriser cette astreinte à domicile pour pouvoir compter sur eux plus facilement. Alors, on avait un taux d'astreinte qui était extrêmement bas dans le département du Loiret, donc le taux d'astreinte va être remonté progressivement pour atteindre un taux, peut-être pas le taux de 9, hein, mais on va passer de 2 à 4%, sachant qu'on peut aller jusqu'à 9% de... Oui, non, mais là, on peut. Le maxi, c'est 9. Voilà. Donc là, on va passer de 2 à 4 en 2023. Donc une mesure aussi qui se traduit par des financements nouveaux. Donc voilà l'objet de cette convention et de ce protocole qui va permettre au département, enfin qui va imposer au département d'apporter, je dirais, des financements complémentaires. Vous l'avez vu, Christophe en a parlé tout à l'heure, c'est 500 000 euros qui sont apportés par la DM2. Voilà, donc voilà globalement. Et puis, pour terminer sur le slide aussi, un PPI qui a été adopté par le SDIS. Donc, le PPI qui, par contre, est porté directement par le département. Donc, on le voit, les centres de secours qui seront reconstruits. Alors, c'est un budget global de 23,8 millions d'euros sur pratiquement la durée du mandat, avec donc des centres de secours. Donc, Val-Cléry, c'est plutôt, alors c'est pas Cléry-Saint-André, hein, c'est Val-Cléry, on est sur Chantecoq, sur l'est du département. Donc là, c'est la construction d'un centre neuf. Sur Châteauneuf-sur-Loire, là aussi, il y aura la construction d'un centre neuf. Alors probablement, et je l'espère en tout cas, regroupé avec le centre de travaux du département. Hein. C'est un projet que nous voulons mener de front. Ça sera le premier centre, je dirais,
pratiquement commun entre sapeurs-pompiers et direction des routes. Le centre de vitriologie aussi, qui lui aussi présente de grosses défaillances. C'est un centre qui est aujourd'hui pas du tout adapté aux nouveaux besoins. Et puis surtout, on a le Orléans Centre, comme l'a dit le directeur, c'est le centre à plus forte sollicitation. Il y a autour de 6 000 sorties par an. 7 000, voilà. Bon. Donc là aussi, un centre qui présente des signes de vétusté, puisqu'il c'est le dernier centre de secours principal à être rénové. Donc là, il y aura des très gros travaux, puisqu'on sera sur une enveloppe de 8 millions, au moins 8 millions d'euros, pour rénover ce centre du centre-ville d'Orléans. Et puis on aura Puiseaux, Sercotte, Semois, donc là, la direction aussi. Là, il faut faire des travaux importants aussi. Ligny-le-Ribaud aussi, là, c'est un centre qui est un peu isolé, en pleine forêt de Sologne, donc Madame la maire. Là aussi, il faut prévoir une rénovation de ce centre. Peut-être qu'il y aura un véhicule de secours à voir dans ce secteur. Ça sera décidé par le SDIS, je dirais. Et puis ensuite, nous avons Briard et les Bornes. Voilà. Et tous ces travaux s'ajoutent aussi à ceux qui sont, je dirais, engagés, comme la construction du centre de Senlis, un centre neuf, comme nous allons bientôt inaugurer, le centre de secours de Saint-Benoît-sur-Loire aussi, qui est engagé. Voilà, donc, et puis certainement aussi, mais là, je ne sais pas s'ils sont tout à fait prêts, Chambon dans Crènibel. Voilà, donc qui sont portés par le SDIS cette fois-ci. Voilà, donc un programme important si on veut vraiment se préparer à l'avenir et être, je dirais, opérationnel de façon efficace. Voilà alors l'avenant et par extension ce que j'ai dit sur ce PPI. Mais tout ça pour dire aussi que préparer les intercos en particulier à une augmentation sensible de la contribution aux SDIS, puisque le taux qui a été retenu, le taux de progression de la contribution va être de 6,1%, puisque c'est l'indice de l'inflation base juillet. Donc c'est un montant important, effectivement, mais le département, on le verra aussi dans la construction du budget, va bien au-delà, puisque le département devra être bien au-delà de 10% d'augmentation si on veut vraiment remplir nos obligations en termes de sécurité civile, pour être vraiment à la hauteur des besoins. Mais après, ça ne vous rassurera pas forcément, mais tous les départements sont dans cette démarche, une démarche aujourd'hui de prise de conscience des dangers et des risques, avec une adaptation de nos ressources aux besoins. Les ressources et véhicules. Alors, pour aller jusqu'au bout cette fois-ci aussi, donc vous dire que nous sollicitons les services de l'État, nous sollicitons l'État pour un financement, que l'État revienne dans les financements des SDIS à hauteur, sur l'investissement, après à voir quel pourcentage, mais qu'on puisse bénéficier de nouveau d'un fonds d'aide à l'investissement, comme c'était le cas il y a peut-être quelques années, en tout cas ça remonte peut-être à 5-6 ans, où systématiquement nous avions une aide du FAI pour notre budget. Là, il n'y a plus rien, l'État n'apporte rien du tout dans ce financement. Donc ce qu'on souhaite, c'est un retour de l'État. Mais je pense que dans les propos tenus ici ou là, au Congrès national ou à Département de France, on sent bien qu'il y a quand même une réflexion qui va être engagée. Voilà pour ce rapport G3. Peut-être on a été un petit peu long, mais je voulais quand même qu'on fasse un focus sur le SDIS à cette occasion. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport G3 non. Non, pas de questions. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas. Donc merci. Merci, Monsieur le Contrôleur général, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir apporté des précisions sur le SDIS, le fonctionnement du SDIS, sur la conjoncture, sur ce qu'on voit se profiler aussi en même temps. Voilà, bien, écoutez, comme cette session est maintenant terminée, simplement vous dire, donc vous l'avez dit tout à l'heure, le dé d'or, comme on dit, c'est le journal des départements qui a récompensé le département du Loiret pour toute sa politique en direction de l'environnement, notamment la COP interne, le Mangeons Loiret et toutes les actions qui sont menées par notre collectivité. Donc ce prix revient aussi à Jean-Luc, évidemment, et au service...
à la Commission, voilà, et aux services qui travaillent aussi pour, je dirais, mettre en place toutes ces politiques. Et puis pour terminer tout à fait aussi, je voudrais remercier, vous remercier vous pour votre présence évidemment, mais remercier les agents du département dans leurs compétences et souligner aussi, je l'ai dit hier dans mon discours, leur professionnalisme, leur disponibilité, que ce soit sur le terrain, mais aussi pour répondre à toutes nos demandes en tant qu'élus, répondre aux demandes aussi des élus locaux et du terrain. Je pense que là aussi, on peut noter, et tout le monde le remarque, qu'il y a vraiment une disponibilité. Il y a quelque part un ADN départemental. Et puis dire aussi que certains sont exposés, ils sont en première ligne sur des questions qui sont souvent complexes. Et moi, je veux en tout cas leur affirmer tout mon soutien et notre soutien. Voilà, donc voilà pour ce que je voulais vous dire pour terminer cette session. Et je vous propose de maintenant engager la commission permanente. Pour ceux qui n'en sont pas membres, vous pouvez rester, vous ne voterez pas par contre, mais et vous verrez, ça va assez vite. Voilà, donc et ceux qui n'ont pas le temps, vous pouvez quitter l'hémicycle. On donne un petit temps de battement. Pour ceux qui déjeunent à la bretonnerie, vous venez. Pauline Martin l'a rappelé hier. Les repas sont préparés, sont achetés, et donc lorsqu'ils sont commandés, essayez d'être présents. Voilà. Donc merci à vous. Et puis on va prendre dans 2 minutes la commission permanente. 2 minutes. Oui.